la résistance. Mot devenu magique, tant il est porteur de charges émotionnelles. À lui seul, il paraît dire ce qu'elle a été. Courage, don de sa vie pour un futur de liberté, sérénité devant la mort, héroïsme. L'insouciance, la joie de vivre, les amours fugitives, tout ce qui swing avec une jeunesse qui n'aspirait qu'à se confronter avec la vie, certains vont y renoncer, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sous la chape de plomb d'un pouvoir à la solde de l'ennemi. La mémoire de plusieurs d'entre eux qui, aujourd'hui encore, peuvent témoigner, tente de nous dire tout au long de ce document comment ils ont réellement vécu cette période extrême de leur vie. J'avais un orchestre. Je faisais du jazz. J'étais zazou. Il y avait les cheveux longs, les pantalons en tuyau de poil, la veste longue, le petit nœud de cravate. Et comme un tartifleux, je suis parti comme ça au camp de jeunesse. Quand je suis arrivé, les types qui m'ont fait sortir des rangs, ils m'ont dit voilà, pourquoi on a perdu la guerre avec des gabarits comme ça? 10 tours de baraque en courant. J'étais pas encore incorporé. Vous voyez? Ça m'a vexé énormément. Comme tu ne me connais pas, tu me traites de quoi là? Je suis jazou, alors je fais du mal à personne. Hein. Je fais du jazz avec mes collègues, on faisait de la musique. Le soir, des fois, on allait faire des sérénades aux filles là. Ouais, on rigolait quand on est jeune, là. Comme ça. Voilà comme je suis rentré dans les agités, on m'a humilié, on m'a fait sortir de rang devant tout le monde. Ça, je l'ai créé, j'ai pas pu le faire. Vous voyez? Quelques temps après, on m'a dit, t'es désigné par l'Allemagne. Comme? J'ai un métier, mais c'est bien pour ça. Vous voyez comment on a fait le marron. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la perme, pour aller quitter mon accordéon, mon bandoneon, que j'avais sur moi, à la scène. Et ils m'attendent encore. Moi, partir en Allemagne, c'était zéro pour moi. Je me suis fait porter malade, il ne m'a pas reconnu le docteur. Le lendemain matin, il a foutu le camp de cette jeunesse, évidemment. Et voilà pourquoi je suis rentré dans la résistance après. Ce qui m'a motivé, et ce qui motivait les autres, quelquefois, alors comme Salvel, si vous voulez, par exemple, c'est le SFTO. Je ne peux pas aller en Allemagne, bon, mais je me tire, je vais, voilà, c'est ça. Il y a eu un déclic, si vous voulez, quelque chose qui l'a poussé. Moi non, moi c'est le déclic qui a été quelque chose, pour moi c'est tout naturel, quoi. Moi j'ai grandi dans une atmosphère rouge à gauche. À l'époque c'était le Var rouge. Bien changé, hein. Bon. Et moi j'étais acquis à cette ambiance. C'est pour ça que je suis rentré dans la résistance. Parce que finalement, moi, mon patriotisme, c'est la nation française. C'est-à-dire celle qui est née en 89, en 92. Moi, je me sentais patriote à ce titre-là. Par conséquent, j'ai cherché à faire de la résistance. Avevo 19-20 ans et ni danser, ni ici, pour rien faire. Et alors aussi, quand ma vie est un peu... Il y a le camp de liberté qui m'a fait, que je me suis battu. Recruter chez les jeunes. Par exemple, toi, tu organisais tous les dimanches après-midi, il y avait le bal, et on organisait on recrutait Jean-Pierre Paul. Et par contre, on faisait toujours, il y avait 3-4, 2 pour l'accordéoniste, toujours l'accordéoniste. Et ouais. Et la troisième pour les maquis. Il fallait acheter du pain. Hein. Et ouais. Alors on filait un peu d'argent à des boulangers. Et toi, tu arrives à retrouver un petit peu de pain. Et vous êtes donc arrivé dans la résistance? Eh bien, c'est lui, parce que moi, je travaillais aux abattoirs. Alors, lui, il était boucher, enfin, bref, on a eu une communance, et de là, fil en aiguille, on était collègues, et voilà. La résistance, par l'esprit, par idéalisme, non, honnêtement, non.
je ne suis pas un patriote. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas un patriote à tout craint, quoi. J'aime bien mon pays, mais ce serait ridicule de dire le contraire. Hein. J'aime beaucoup, au contraire. Mais je ne suis pas un acharné contre, pour un morceau de terrain, quoi. Oui. Je suis humaniste, quoi, voilà. Je suis médecin avant tout, et après tout, je suis médecin, d'abord. Je suis la fille d'un officier d'artillerie. Alors mon père était déjà dans l'artillerie, donc il est venu de suite lui-même dans la résistance. Et moi, automatiquement, j'étais bien obligée, à un moment donné, d'avoir les mêmes idées que mon père. Et j'avais 24 ans. Hein. Alors mon père me disait, crois-tu que tu pourras rentrer dans la résistance avec nous et nous aider? Je lui dis, papa, tu peux compter sur moi. J'aime mieux la France, son drapeau et la Marseillaise que tout homme que je pourrais rencontrer. Alors je lui disais, papa, je m'associe à toi. Il était venu à l'école, l'inspecteur primaire, nous faire une visite à l'école. Il nous avait dit, les enfants, il va y avoir la guerre. 38, hein. Il va au tableau, il dessine une croix gammée, il met un axe au milieu, il nous dit, voyez, quand cette roue va se mettre à tourner, elle broiera tout sur son passage. 38. Le soir, arrivé à l'Ostau, il y a mon père le Lio. L'inspecteur m'a dit quoi? Ah, m'a dit, la belle au réseau. Donc, il ne s'était pas tellement trompé. Quand l'armistice est arrivé, moi tout de suite j'ai entendu Pétain avec sa voix chevrotante annoncer l'armistice. J'ai dit tout de suite, moi je n'accepte pas instantanément, mais instantanément, j'ai refusé, j'ai compris que cet homme qu'on donnait comme un grand sauveur était finalement un pauvre type qui était là, c'était bien la vérité d'ailleurs. J'entends quelqu'un qui dit tout est perdu, je vais rechercher dans l'honneur, ça m'avait plu. Un compromis avec les Allemands. C'est pas bien les paroles, mais c'est ça. Ouais. Ah là là. J'ai pleuré toute la matinée. On étonne toujours les gens quand on leur dit qu'il y a eu de la résistance dans ce département. Ils ont toujours l'impression qu'ici c'est le tourisme, c'est pas très sérieux, enfin que les gens sont rigolos, pas très sérieux. Et puis le Var n'est évoqué pendant la guerre qu'à propos du sabordage de la flotte de Toulon et à propos du débarquement en Méditerranée. Or, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la résistance, elle n'a pas été indigne du tout. Elle a même été assez précoce. Dès 1940-41, on voit apparaître les premiers noyaux de résistance dans la région, avec des réfugiés qui étaient venus échapper aux nazis, et puis avec des gens du coin qui avaient des convictions patriotiques et anti-nazis. L'héritage du Var rouge, en particulier, a joué. Et par la suite, cette résistance va prendre une expansion non négligeable, y compris sur le plan régional. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne sait pas. Les cadres de la résistance varoise sont devenus, pour une partie d'entre eux, les cadres de la résistance régionale. Et la région, c'était la région Provence, que l'on appelait la R2. Quelqu'un comme Georges Sisson, qui va être fusillé le 18 juillet 1944 à Signes, a commencé sa résistance à Draguignan, comme patron du mouvement Libération, a eu des responsabilités départementales, et puis est devenu l'un des camps de la résistance régionale, le patron du journal Provence Libre. Par conséquent, la résistance varoise, non seulement elle a existé, mais en même temps, elle a eu un rôle qui dépasse largement le cadre du département. J'ai été appelé à travailler à le Front National, et je suis devenu à cette époque responsable départemental des forces unies d'agence patriotique, vous voyez, c'est-à-dire les jeunes, les cadets de la résistance, et c'était le Front National qui était derrière. Et nous étions donc de plus en plus amenés à travailler sur les mouvements revendicatifs. Je tapais pour l'Arsenal et pour les camarades du parti d'ici, de la Seine. Je tapais, on sortait avec une machine, comme je vous répète, qui travaillait, qui marchait quand elle en avait envie, puis alors, vous savez, c'est pas Jojo. Je pense qu'on mettait quelquefois la nuit pour sortir sans tract. Une nuit pour sortir sans tract. Les femmes, on faisait des manifestations permanentes de ménagères en liaison avec les gars des chantiers pour le ravitaillement. Après, ça a été contre le STO.
parce que les femmes ont été très actives contre le STO, parce qu'elles ne voulaient pas que leur fils ou leur mari, enfin, ou leur amoureux partent en Allemagne. C'est là où d'ailleurs il y a eu un afflux dans les maquis, et leurs femmes notamment étaient actives à faire des manifestations pour aller demander du pain, pour aller demander des tickets, voyez-vous. Sur les rubans collants pour les paquets, on imprimait des slogans que nous faisions nous-mêmes, l'esprit d'initiative, si on peut dire, contre Pétain, contre les Allemands, etc. Les choses, et voilà. Et après, on les coupait, et puis on allait les coller. Ça s'est limité à ça, mon activité dans le frigo. C'est limité à ça. Il y a eu le plus beaucoup que j'ai fait, c'est pour Pâques en 1943, ici. On avait organisé, il y a une grande salle de bal qui était facilement fermée, avec des entrées par derrière. On avait organisé un bal clandestin parce qu'il était interdit de danser. On n'avait que le cinéma une fois par semaine et c'était des films allemands, des actualités allemandes. Il fallait avaler tout ça. Et on s'était planqué dans cette grande salle. Et moi, ce jour-là, il m'en avait donné, il m'a dit, j'en ai des tracts en pagaille. Je les ai mis dans un sac sur le porte-bagages du vélo, avec des légumes par-dessus, je les ai amenés ici. Et le soir, quand il y a eu le bal, j'avais envie de les mettre au milieu du bal, moi. Je ne pouvais pas les distribuer comme ça. Alors j'ai combiné avec Louis Escure, il est décédé maintenant, et je lui ai dit, tu vas éteindre la lumière, on n'a pas de rayon. Il savait où c'était. Tu fais sauter le disjoncteur. Et moi, j'avais un blouson des chantiers de jeunesse qu'on s'était procuré. Et j'avais tous les tracts dessus, vendre comme ça. Et sitôt que ça a été éteint, j'ai distribué, j'ai balancé ces tracts dans tout azimut au milieu de cette grande salle. La lumière revient, tout le monde se projette sur ces tracts et les met dans les poches. Et dans rien de temps, il n'y en a plus au sol. Voilà un système de diffusion contre l'information d'époque qui était efficace. Qu'est-ce que nous avons fait aussi? On participait à des manifestations. Alors, par exemple, on allait dans les cinémas et on achetait des pigeons. Il y avait des informations, on faisait des bouquins, on gueulait, etc. Seulement, nous étions quelques-uns, on se retrouvait comme ça. Alors, ils ont fait passer les informations avec l'éclairage. Et il y avait des flics en civil qui repéraient ce qui... Alors, ça aussi... Ça a été limité. Je ne suis pas capable de vous dire, je n'ai pas fait d'acte extraordinaire. J'ai milité. Je peux dire j'ai milité, c'est un terme de gens qui font de la politique. Comme je faisais de la politique, j'ai milité pour la résistance à tous les moments de ma vie. Vous savez, on partait en vélo, on faisait 100-150 km pour un message des fois qu'il fallait qu'on porte. Par exemple, s'il fallait que je porte quelque chose à Cuers, je ne demandais pas d'explication. Bon, ce que j'avais préparé, ce que je savais, ce qu'il fallait que je porte, je le portais à Cuers ou je le portais, j'allais des fois jusqu'à Sanary, on allait loin en vélo. Vous savez, on faisait du vélo facilement. Hein. Oui, vous risquiez d'être arrêté. Ah, ben bien sûr, mais on n'y pensait pas. Chaque fois que j'avais un courrier, on me le portait. Et celui qui me le portait, celui qui était au-dessus de moi, il s'appelait Michel. Eh bien, Michel, il me portait, dont les plis me disaient, voilà Yvonne, c'est tout cacheté, c'était cacheté avec la cire, hein. Et il me dit, vous le portez à Lyon. Donc, je faisais 3 ou 4 fois le trajet Toulon-Lyon. Toulon-Lyon, Toulon-Lyon. Eh bien, chaque fois, je me signais, je disais, Seigneur, faites que je revienne pour ma mère. S'il y a une chance, on nous avait toujours dit dans la résistance, il ne faut jamais avoir peur. Ils nous ont appris à bien mentir. Bien mentir. Et alors, des fois, ma petite fille Anne me dit, ce que tu mens bien, ben, je dis, c'est la résistance qui m'a appris à mentir. Moi qui suis le contraire d'une menteuse, mais alors on arrivait à mentir d'une façon extraordinaire. Et surtout avoir le bon réflexe. Parce que moi, quand je me trouve dans la lignée du Pont-Dessus, venant de chez moi, que j'ai dans mon sac en bandoulière, j'ai des documents compromettants pour ma vie. Je vois un Allemand, je vois seul, je dis, t'as vu ou t'as pas vu? Mais instinctivement, je dis, il y a une chance sur 1000 qui t'ait vu, tu fonces. J'arrive sur le Pont-Dessus, après, barrage d'Allemands, une dizaine d'Allemands.
Et c'était 5 heures du matin. J'allais déposer des papiers dans un coin de Toulon où c'était jamais le même endroit. On avait on nous disait, vous allez à tel endroit, vous mettez ça, voilà. Eh bien, je passe, me trouve entouré d'Allemands. Je joue le jeu, où elle va. Alors moi, j'avais un vélo avec un cajot derrière. Alors je dis, je vais faire la queue pour essayer d'avoir des pommes de terre pour ma petite fille. Il y avait des gens comme moi qui étaient arrêtés, qui étaient fouillés. Ils m'ont même pas fouillé. Dans une petite imprimerie de Saint-Jean-du-Var, et j'avais remarqué que les caractères des casses de l'imprimerie étaient exactement, correspondaient exactement aux caractères de certains papiers, notamment les sauf-conduits pour circuler la nuit, vous voyez, des papiers pour les stéos, etc. C'était très précieux, et donc j'étais venu pour faire notamment des fausses cartes pour la circulation nocturne. J'ai eu la chance d'avoir un gazo, c'est ce qu'on peut dire, parce qu'avec le gazo, on a pu faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avec un diesel. C'est-à-dire, on a pu camoufler du ravitaillement pour le maquis, on a transporté des armes et ça nous a beaucoup aidé pour cacher à côté du gazo. Les Allemands s'aventuraient. Nous étions contrôlés une moyenne 3 fois à l'aller et 3 fois au retour. Et les Allemands, ils ne s'aventuraient pas trop sur le gazo derrière. Ils contrôlaient tout, mais là où c'était chaud, le gazo était chaud, bien sûr. Et ils ne s'y aventuraient pas trop. C'est ce qui nous a aidés, bien sûr. Je suis monté 2 ou 3 fois avec mon père en tant que pour le ravitaillement. Bon, j'avais 16 ans, hein. Puisque je suis de 26. Alors vous faites le compte, en 43. Bon, c'est quelques petites actions, mais après, bon, c'est ça, pour moi, ça s'arrête là. J'avais un coin, un souterrain, où il y avait eu, bien avant que j'arrive, le service des fous. Alors ça, personne ne le connaissait pas, c'était abandonné depuis longtemps. Alors avec la complicité de l'infirmière, on a arrangé ce truc-là, et quand j'avais un jeune qui était un peu... Parce que vous savez, quand on est passé des mois dehors, on a commencé à divaguer un petit peu, quoi. Et dès qu'il se trouvait en communauté, j'avais tendance à dire quelque chose qui aurait été dangereux. Je l'ai soigné, alors, en cachette, en quelque sorte. Enfin, des petites bricoles comme ça, voilà. J'avais d'abord mon service permanent au maquis Valier, hein, j'avais une infirmerie clandestine à Riou, du côté de Villecroze. Vous voyez Villecroze, là, le domaine de Riou, là, quoi. Juste derrière, adossé, là, dans la campagne, chez le Covin. C'était un grand brave type qui m'avait mis à ma disposition sa maison de campagne, en quelque sorte, quoi. Et puis j'avais ce petit truc à l'entrée de Draguignan, et puis l'hôpital, ça, c'est bien suffisant. Je ne suis pas un maquisard. J'ai fait le maquis la nuit, transporté quand j'avais des choses à transporter, mais le matin, je refaisais mon travail. J'étais de nouveau dans le mouvement. Par exemple, ici à la Seine, s'il n'y avait pas eu les camarades des chantiers, c'était pas illégaux, hein, c'était dans les chantiers, ils préparaient le sabotage, ils encouraient la prison et la mort. Ils n'étaient pas illégaux. Bon. Ceux qui tapaient les tracts comme nous, et encore moi, je ne peux rien dire, bon, mais ceux qui tapaient les tracts, ceux qui les tiraient, qui les mettaient dans les boîtes aux lettres, ils étaient aussi susceptibles d'être arrêtés et d'être envoyés en Allemagne. Alors, les maquis se constituent à partir de 1943, et surtout, ils vont prendre de l'extension en 1944. Ces maquis dépendent de plusieurs organisations de résistance qui structurent en ce moment-là le monde de la résistance locale, comme d'ailleurs le monde de la résistance en général. On peut répartir cette résistance en 3 grands ensembles. Le premier ensemble, il dépend des mouvements unis de la résistance. C'est l'armée secrète, les maquis de l'armée secrète. Le grand maquis de l'armée secrète, le seul grand d'ailleurs, c'est le maquis Valier dans la région,
qui s'installent dans la région de Fayence, à l'est du département, puis ensuite qui viendront sur le plan de Canjuers. Le deuxième ensemble, ce sont les FTP, les maquis FTP, qui dépendent du Parti communiste et du Front national, qui vont au-delà dans le recrutement des militants communistes, bien entendu, qui rassemblent beaucoup de jeunes, qui prennent beaucoup d'extensions en 1944, dans le Haut-Var en particulier. Mais il faut rappeler que ces maquis FTP sont nés dans les morts en 1943, que parce que le débarquement n'a pas lieu en 1943, que les difficultés de ravitaillement sont terribles dans le Var, que la répression est là, ces premiers maquis FTP de 1943 sont obligés de monter dans les Alpes de Haute-Provence. Et certains détachements, celui qui va créer le maquis du Bessillon, vont revenir dans le Var en 1944, et puis d'autres maquis FTP vont se constituer. Et le troisième ensemble de cette résistance important, c'est le monde des réseaux de renseignement, formidablement important, souvent négligés, et des organisations militaires qui ont un peu la même origine, dont la principale est l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA, qui dans le Var va dominer le secteur nord-ouest du Var, le secteur de Saint-Maximin. Et donc en 1944, on a dans le Var, et notamment dans le nord du Var, coexistence, cohabitation, parfois un peu difficile, parfois plus aisée, entre les groupes de l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA, les groupes de l'AS et les groupes des FTP. Nous devions, par exemple, descendre les armes, les mitraillettes, etc., sur Draguignan ou sur l'Orgue. Mais après, on ignorait la destination. Voilà. En définitive, nous réceptionnions les armes et après, le réseau nous échappait. Ah oui, le réseau nous échappait. On n'a jamais su la destination exacte des armes que nous avons reçues et que nous avons acheminées vers Draguignan et l'Orgue. Tous les groupes étaient éparpillés à tuer tout bas. On a tué quelques Allemands qui étaient à Madrouille. Ouais. Ah oui, mais les Allemands, on a tué quelques Stress aussi, 2 ou 3 miliciens. Il y en a qu'on a loupé parce qu'ils sont cavalés. On a fait, partout, on a fait une distribution de biscuits à la population. Et nous sommes partis, nous avons fait 2 prisonniers le soir. Parce qu'ils avaient quelques Allemands à Salerne. Nous sommes partis à Salerne, on a fait 2 prisonniers. Le 3e, il s'est escapé. Avec prévenir les autres. Ces prisonniers, d'ailleurs, ils étaient bien. C'est eux qui congélaient pour qu'on mette les explosifs au pied des pylônes. Quand on faisait sauter les pylônes, on faisait sauter les ponts. On m'envoie pour aller chercher des papiers. Moi, on me dit tu vas là, tu prends les choses, ils te les donnent et tu remontes en bus, en bicyclette. Hein. Alors, je prends les papiers, je remonte, et c'était le soir. Bon, il y avait des Allemands. Ils m'arrêtent. Alors, ils parlent, et moi, allez, mets-toi ici. Et je me mets sous les arbres, et les Allemands, ils gardaient la route. Et moi, tous les papiers que j'avais, je les ai tous mangés. Ça me mord. J'ai tout mangé sans mort. Enfin, bref. Et le lendemain matin. Il y en avait beaucoup. Mais il y en avait 3 ou 4 feuilles, je les ai bouffées. Alors, et le lendemain matin, à l'aube, il arrive Depuis les constituants. Le lieutenant, enfin, il lui dit bon, mais allez, commandantour. Il fallait qu'il me descende à Draguignan à la commandantour. Bon. Alors il désigne un type, enfin un Allemand, qui prend sa bicyclette, et moi la bicyclette, et on part sur la route pour aller à Draguignan. Quand on arrive à la fontaine, là, je vois, je savais comment c'était, j'étais derrière, j'ai foncé dedans, bon, j'ai foutu l'Allemand en l'air. Et les Estrangles là. J'avais fini ma 4e année de médecine, hein. Mais je ne suis pas médecin, hein. Encore moins chirurgien. Hein. Mais enfin,
J'étais là, mais j'avais rien. Il n'y avait pas de chemin, pas une pilule, que dalle. J'étais maquisard, comme les autres. Bon, j'avais une histoire que j'avais prise le 14 juillet. Le 14 juillet, on a fait un cinéma terrible dans le Pas-de-Calais. Sur la route de Carcès, près du barrage, nous avions liquidé un officier en passant, un officier flamand qui avait la croix gammée, je ne sais pas, il disait qu'il était avec nous, on l'a liquidé. J'y avais pris ça, un Ertal, et 2 chargeurs. Bon, j'avais ça, en tant que médecin. Bon, comme instrument de radicalité. On descendait, découverte, c'était le 22 juillet. À un virage de la route des Guines à la Bigue, à la chose. Voilà. Une moto à la bande qui passe. Oh, ils nous regardent, on regarde. Bon. Ils se poussent là. Nous, on avait une garde de gars, pas loin de la route, hein, de la route du chemin qui menait à notre maquis à 3 km à l'intérieur. Là. Alors on dit, oh, c'est peut attendre. Autre virage, moto allemande avec le mec. On dit, oh, qu'est-ce que et pouf, on débouche sur la galerie. Tout ça, la colonne allemande, une colonne de 300 mecs. Il y avait une vingtaine de camions, ça faisait 2 compagnies, des bagnoles, des motos, des mortiers, un petit canon de montagne sur une petite plateforme. Sur la même route, c'est pas si large que maintenant. Hein. Et c'est là que vous mesurez la différence de l'obéissance et de l'indiscipline, si vous voulez. Bon, rouge, putain, toute la colonne. Alors, bref, conciliabule, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait péter, hein, ils montent pour nous. Hein. Bon, on fait péter. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait. On croise la colonne, nous on marche. Eux, ils montaient doucement. Nous, l'autre, il a pris sur le champignon, et c'est arrivé à faire du chat à l'heure à l'époque, hein, c'était déjà beau. Et à travers la vitre baissée, on commence à canarder. Alors on a canardé toute la colonne. Voilà, toute la colonne, ça a duré 30 secondes. Parce que moi, avec 2 chargeurs, à moins de 2, en 30 secondes, et l'autre aussi avait la mitraillette, s'il avait appuyé la mitraillette devant Gauthier, là, sur la plage, on tirait à bout portant. Et je m'en souviens comme si c'était d'hier. Hein. La tronche du chauffeur, Marius Roverso, il prenait toutes les douilles sur l'oreille. Il conduisait plus que le main. Toutes les douilles passaient, il les prenait dans l'oreille. Je reconnais que, bon, c'est bien tout ça pompe. Bon. Alors c'est là que je mesure la discipline, quand j'y pense. Il n'y a pas un chauffeur de camion qui a pensé une seconde à mettre un camion en travers. On ne faisait pas un pli, on y passait tous. Non. Ils se sont arrêtés et ils nous regardaient. Je vois encore les tronches sur les motos. Oh. Et puis, on dit, arrête, il y avait un barrage au bout de la rue, là, au bout de l'avenue du Chaux, et le barrage allemand. Évidemment, il ne tirait pas parce que un concours de circonstances, je vous dis. On apprenait tant qu'on a pu, et 3 d'un côté et de l'autre. Bien entendu, tous ils avaient sauté du camion, toutes les pierres voltigées, les feuilles coupées en 4, il y avait 300 mecs qui bastonnaient de tous les bords. Là. Et il n'y avait que Gauthier qui a été tué, le seul qui n'avait pas d'armes. J'ai été arrêté le 2 décembre 1943 par la Gestapo. Et le plus difficile pour moi, ça a été la plaque, le compresseur. On vous fout sur une table, on vous met une plaque avec un pas de vis et on vous serre. Vous compresse la poitrine. Des hurlements de douleur. C'était incroyable les souffrances. Et alors là, on parle, on raconte n'importe quoi. Toujours en ayant cette idée de jamais mettre en cause qui que ce soit. Et c'est très difficile. Et moi, ceux qui parlent sur la torture, je les pardonnerai. J'y ai passé par là, je sais ce que c'est. Et moi, j'ai toujours eu de la chance dans la résistance. Je ne serais pas là. En mars, il y avait le maire, il s'appelait M. Dufour à l'époque. Ce maire-là, un jour, il vient, il me dit, Tacade, vous savez qui j'étais?
Il me dit, tu vas être transféré au tribunal militaire d'Annecy entre le 18 et le 23 décembre. Je ne sais pas encore, j'ai entendu parler. Il y a des travaux sur la voie ferrée à Croisy. Le train va ralentir à toute époque. Et tu demandes à ceux qui te gardent d'aller au WC. Et là, tu essayes, mort pour mort, tu essayes de te sortir de là. Il était gardé par des soldats allemands, un peu âgés, là, pas trop dégourdis. Et on arrive dans le cabinet, on était à monter. À l'époque, les trains. Vous savez comment ils étaient, les trains? Les cabinets étaient petits comme tout. Entre pas deux. Papa, moi, alors j'ai fait signe que je voulais faire un caca. Je vous parle poliment. Que je ne pouvais pas pisser comme ça. Caca surtout. Caca. Alors, il lève la banotte. Il te dit, s'il te plaît, je sorte sur le premier allemand qui était à côté de moi, il y avait un autre. Et mon collègue qui était à côté de moi, je ne savais pas qui c'était. Il sorte sur l'autre. On prenait le fusil et boum! Sur la tête, tout. Taper, je ne sais pas, ma passion les a tués, je n'ai pas tué, j'ai tiré. Et boum, on a sauté du train. C'était le 21 décembre 1943. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et je veux dire pourquoi. Moi qui viens du Midi, qui crains le froid, j'ai traversé le gorge du Fier le 21 décembre 1943, dans l'eau glacée. J'étais dans un état méconnaissable, plein de croûte, plein de pu, plein de bleu. Dans les souffrances que j'avais vécues sur la torture. J'avais perdu 11 kilos en 19 jours. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces types, ils étaient torturés, ils ne parlaient pas. Ils ne parlent pas. Je sais que, moi, par exemple, bon, quand on a arrêté un autre technique, René Battaglia, dont le frère avait été tué à Signes quelques jours auparavant, et sur le corps de son frère, on a trouvé des indications qui les ont amenés à René Battaglia, et Battaglia a été arrêté devant Saronio, qu'on dit à la coquette, torturé, et on a même remis les vêtements ensanglantés à son épouse, il n'a rien dit. C'est pour ça que je suis encore là. Bon. Et ça a été vrai pour deux dirigeants de l'insurgé qui étaient venus à Toulon, Fugère et un autre, je ne me rappelle pas le nom. Ils ont été arrêtés, ils n'ont pas parlé. Voilà. C'est extraordinaire. Et finalement, à mesure où j'ai descendu, finalement, je suis arrivé au Bessillon. Et le groupe où je faisais partie, moi, on prend le Haut-Bessillon. Sans savoir qu'en haut, on nous attendait. On était 8 de ce groupe. On est monté à file indienne l'un derrière l'autre. Quand nous sommes arrivés à 100 mètres du sommet, on a été appris par le feu de mitrailleuses lourdes et de fusils mitrailleurs. L'ordre a été donné, on s'est éparpillé, on s'est échappé. Et moi, quand je vous dis que j'ai de la chance, au lieu de m'éloigner des tirs, j'ai rampé. J'étais en sang, hein, dans les ronces et tout. Je suis allé me mettre sous une roche, il y avait la mitrailleuse lourde, un fusil mitrailleur sur ma tête. À 30, même pas 30 mètres. Tu vois, il ne pouvait pas me voir où j'étais. Et au bout d'un moment, un groupe d'Allemands descend, ils tirent dans tous les fourrés. Ça tire d'un côté, ça tire de l'autre. Et moi, d'où j'étais, je le voyais passer pas loin. J'aurais pu tirer, moi. J'aurais dû carrément. Mais j'en ai tué un ou deux, puis moi, je ne serais pas là pour raconter cette histoire-là. Vous comprenez? Un moment après, j'ai entendu un coup de clairon. Oh, je dis là, ils doivent rappeler peut-être les types, je les voyais remonter, il y en a qui ont remonté. Alors, du tout, j'étais de ma cachette. Regardez, sur les hauteurs, peu de fusils mitrailleurs, peu de mitrailleuses.
un bateau. Mais je ne savais pas encore combien il y avait de morts. Oui. Alors je commence à ramper et puis à sortir de là. Et j'ai dit, maintenant tu vas monter, tu vas aller à Cotignac, voir un responsable, quelqu'un, pour raconter ce qui s'est passé, pour voir un peu. J'ai commencé à monter 4 marches, un peu de rampe là. Et je m'étais fondu, toi. Tu pars comme ça, il faut que tu retournes où tu as entendu crier pour voir ce qui s'est passé. Et là, je suis retourné. Je m'excuse. Si j'émotionne pas, je suis arrivé là, je suis tombé à genoux, et je me suis pleuré comme un gosse, comme je pleure maintenant. Mes amis, mes frères de combat, mes camarades avec qui j'avais partagé le moindre coton de pain, la moindre cigarette, ils étaient là, le ventre ouvert, les yeux crevés. Je ne savais plus comment faire. Je suis resté là, je ne sais pas comment je suis resté les regarder. Vous savez ce que j'ai dit? Il était mort, mais j'ai dit, ils vont m'entendre quand même. Chers camarades, tant que je vivrai, je parlerai de vous. Notre maquis, nous, le maquis FTP, c'était livré à l'initiative personnelle. Il n'y avait pas une discipline hiérarchique. Il y avait une discipline, disons le mot, qui a été un peu abusée, mais librement consentie. Voilà, vous comprenez? Ce qui fait que nous avions des petits détachements de 10 à 12, disséminés, parce que si eux étaient encerclés, c'était comme à l'IMAT, bon, au maximum, il en mourait 10. 12 au maximum. Mais un peu, ça limitait la caste, alors qu'en fait, notre maquis était comme à Horst, et nous étions plus de 130. Valier, lui, c'était le maquis, ça a été le seul maquis bien organisé, et il a mené un bon port. C'est vrai qu'après, ils ont collé au FFL de hier, de Colombien, avec les FTP d'ailleurs de Colombien, et ils ont nettoyé la presqu'île de Juin, ils sont tous sortis après la guerre. Il les a formés. Les formations, que en havien d'un costat de l'altre, feien de bundes. Feien de bundes, normal. Un grup partia d'un costat, l'altre partia de l'altre. Pas trop loin, de l'altre. Voilà ce que feien, après, qu'on retrouvien au camp. Et esperavias. És tu. Esperavian l'hora del repas. Erreur monumentale. On ne fait pas de grands maquis. Trop difficile à gérer, trop difficile à armer, trop difficile à nourrir. Le mieux, c'est des petits maquis de 15 à 20 bonhommes qui puissent se déplacer facilement à droite et à gauche et fonctionner comme on doit fonctionner dans la résistance quand on est hors la loi. Tandis que des grands maquis comme ça devient une armée. Quand il en tombait un, pour nous, c'était beaucoup. Eux, on a pu prendre cette colline où on y a laissé des plumes, 30 gars, 30 gars, 30 gars, pour nous, c'était 30 gars comme chacun de nous. On n'a pas la même conception de la vie, si vous voulez, ou les copains. Évidemment, il y a une fraternité d'armes, y compris dans l'armée, mais ce n'est pas la même. Parce que la personne nous avait obligés à venir. On était venus, nous, chacun pour soi. Chacun de nous a fait sa guerre, si vous voulez. Et alors qu'on ne voulait pas la faire. On est allé récupérer toutes les armes des Italiens. Et il y avait, comment on appelle, un genre de ruisseau, mais à sec. On a tout mis dedans avec des branches dessus. Voilà. Seulement, on ne les a jamais vus, ces armes. Parce que les FTP étaient venus le lendemain les récupérer.
on leur avait dit qu'on était passé, et le lendemain, vous savez que quand ils pouvaient avoir quelque chose, ils n'attendaient pas le lendemain pour récupérer, et après ils disaient « Ah oui, on s'excuse, c'est vrai. » La vie est Coucarin de bien particulier, et que toutes les parachutages que la vie et qui viennent de Londres, elles n'ont pas fait par les FTP. Elles l'ont fait par l'AS et l'ORA. Pour voler les armes, c'est facile. On allait sur Caillon et automatiquement, la nuit, il n'y avait pas grand monde qui circulait. Et automatiquement, c'était des mitraillettes, c'était des grenades. Attention qu'on a pris des grenades, elles n'avaient même pas de détonateur dedans. Alors je vais te dire, on avait l'air fin quand les Allemands arrivaient de prendre nos grenades qui n'avaient pas de détonateur, d'y envoyer dessus. C'est comme si tu envoyais... Le pire. Le pire. Ouais, mais les autres, alors ça c'était au Camp Valier alors. C'était au Camp Valier. Et vous ne voyez pas arriver eux, ils Ah, que tu veux que nous voient arriver. Ils ne montaient pas la garde. Montaient pas la garde. Mais on leur donnait des armes. On leur fournissait des armes. Ouais. Et alors, on leur fournissait tout. Il y en a qui disent qu'ils venaient vous les voler. Ah, ça, j'ai jamais entendu ça. Parce qu'il y en a ceux qui viennent nous les voler. Peut-être, ça aurait fait du vinaigre. Hein. C'était différents maquis qui essayaient de s'approprier les armes. Différents maquis qui... Ils n'étaient pas d'accord entre eux, alors... Ils s'appropriaient, chacun s'appropriait... Parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Mais ça allait quand même à la résistance. Ah oui, oui, ça allait au camp Robert, au camp Valier, au camp de Faïence, voilà. Ils venaient tous chez mes parents, mais c'est comme ça, hein. Avec les FTP, il y avait eu une réunion. Oui, il y a eu des réunions. Moi, j'y allais pas. Hein. C'était des agents de liaison Oui. Avec des responsables, quoi. Mais c'était des liaisons amicaux. On donnait des armes, on donnait de tout. Il n'y a pas eu d'accrochage. Non, non, non. Parfois en France, il y en a eu. Hein, Non. Puis... On n'a jamais eu d'accrochage avec les FTP. Jamais, jamais, jamais. C'est là que lui tire le chapeau, Valier. Il a été honnête. Il a réuni son maquis et il nous a demandé de venir défendre notre point de vue. C'est ce que j'ai appuyé là-dessus à la cérémonie qu'il y a eu à Orps, après pour la sortie du bouquet. J'ai parlé de ça. Et c'est là qu'il a été régulier, et honnête, et républicain. En faisant participer, le maquis a dit bon. Alors il avait demandé à Picoche de lui envoyer quelqu'un pour répondre à nos choses. Alors il a envoyé le représentant du MLN, le Draguignan, le noir, comme Bouti. Il a dit, il m'a cassé les bras. Il aurait presque dit, il voulait se débarrasser des communistes aussi. Là. Alors il y en avait quelques-uns au Maquis Valier. Alors il a dit, mais c'est normal, les communistes ils ont qu'à aller à les FTP, c'est normal. Alors que nous, figurez-vous qu'au Maquis FTP, on était 130. S'il y avait, en exagérant bien, une dizaine de communistes, c'était le bout du monde. Au Maquis Valier, il y avait des communistes aussi. Moi j'en étais un. Mais j'étais pas au FTP. J'étais communiste. Et dans les FTP, il y avait aussi d'autres qui n'étaient pas communistes. On avait tous le même idéal, de chasser les Allemands. Voilà ce que nous avions, c'est de chasser les Allemands. Au début, eux, ils étaient un peu vaches. Ils nous ont fait certains tours que ça ne nous avait pas plu. Mais comme on discutait avec le lieutenant et tout, on ne peut pas. Si jamais nous, on se bat contre eux, alors là, les maquis étaient finis. Hein. À partir de 1943 et en 1944 en particulier, la résistance prend une extension nouvelle. Elle prend des formes extrêmement diverses. Il y a des formes dont on parle peu, par exemple les grèves. On parle peu des grèves de la résistance ouvrière à l'Arsenal, au chantier de la Seine, qui est marquée par des choses spectaculaires. En mars 1944, une grève interrégionale de la métallurgie provençale, qui touche évidemment la Seine comme les autres chantiers navals. Mais un stade est franchi à partir du débarquement de Normandie. À partir du débarquement en Normandie, la résistance reçoit ordre de se mobiliser. Et cet ordre de mobilisation est particulièrement suivi ici parce que tout le monde est persuadé, on l'a appris,
que le débarquement en Méditerranée aurait lieu immédiatement après le débarquement en Normandie. C'est la raison pour laquelle 400 à 500 hommes de la résistance toulonnaise se rassemblent à Sioublan. Ça serait incompréhensible autrement. Mais évidemment, cette mobilisation, qui se traduit par beaucoup plus d'actions qu'auparavant, elle se traduit aussi par la représailles, par des exécutions. C'est le moment le plus tragique. Alors, les hommes de Sioublan, certains sont fusillés au Castellet. À Ops, c'est la milice qui intervient le 12 juin et qui fusille Millet et le gendarme du Châtel. Ops sera attaqué à plusieurs reprises jusqu'au mois d'août. Et puis, à Signes, il y a le Charnier. Alors, le Charnier, c'est un peu différent. C'est là la Gestapo de Marseille qui a arrêté une partie des cadres de la résistance provençale et qui, en 2 fournées, le 18 juillet et le 12 août, viendra les fusiller. Ces moments, ces quelques semaines du mois de juin à août, ce sont des semaines qui pèsent d'un poids particulier dans la mémoire des résistants. À les écouter, elles paraissent durer des mois, mais c'est les moments les plus tragiques et les plus intenses qu'ils ont connus. La complicité de la population, c'est très très important de le souligner, mais elle a été énorme. Et en parlant le provincial, tout le monde nous faisait crédit. Perché qualcuno che aveva 40 o 50 anni o in quel momento non diceva mai piccione, non diceva piccione si è stato anche io. Era il provinciale che dominava a 80%. Non, oui. Alors, parce que là, moi j'attache beaucoup d'importance à ce que, tout ce qui toque à la République, mais notre, les provinciaux, avant tout cas, aussi provinciaux. À cause d'un pas d'être républicain. Un pas d'être républicain. Ce que tout le monde ne comprend pas toujours. Ah, justement. Mais en quel moment, on fait la démonstration que quand même... La vie à Cargue n'a pas été facile, mais disons qu'elle a été un peu, comment je peux dire, pas facilitée, mais aidée par justement ce qu'on a appelé les résistants légaux. Les résistants légaux qui étaient les résistants qui étaient dans la localité, qui vivaient comme tout le monde, mais qui aidaient au ravitaillement, les renseignements et disons, en ce qui concerne les aides aussi au sabotage qui pouvaient avoir lieu dans le coin. Si les maquis ont tenu le coup, c'est grâce à des gens comme ça, à des paysans comme eux, qui nous donnaient du ravitaillement, qui nous donnaient à manger, qui nous faisaient de la cuisine en douce, pour pas qu'on meure de faim, parce qu'il y avait un pays qui a que dalle ici. Vous savez ce qu'on faisait pour manger? Il y a un train, on appelle ça le train d'Épines, qui partait de Mérargues, et qui allait à Draguignan et à Nice. On attaquait les trains comme les cow-boys. Vous comprenez? Le petit train. Alors, là, les gens, les gardes-barrières, les femmes, les hommes, les petits, ils nous disaient, il passe un train, il y a plein de patates dedans, de pommes de terre. À tel wagon. Allez, nous, on arrêtait, s'il y avait des Allemands, bam, bam, 2 balles à l'ampoule, et on fauchait les pommes de terre. Mais il y a quand même eu des collabos. Des collabos, il y en a eu. Malheureusement, qu'on veuille ou non, il y en a encore maintenant. Mais à cette époque-là, il y en avait pas mal, vous voyez. Alors ces collabos-là, nous, on nous les signalait, quand il fallait faire le travail nécessaire, on le faisait. Vous comprenez? Il y avait bien quelques... Ouais, il y avait des collaborateurs, mais on s'en méfiait. On s'en méfiait, hein. Il y avait des collaborateurs. Hein. Jamais personne ne vous a dénoncé? Non. Non, je m'en suis tiré, quoi. Mais quand même, on le faisait, quand même, disons, avec précaution, on prenait des précautions. Hein. Le corps médical dracénois, il n'était pas tellement de notre côté, hein. Absolument pas. Hein. Le grand patron, le chirurgien, était anticommuniste, et qui d'emblée était anti-résistant d'une façon totale. J'avais à mon service, en tant que joueur, aussi le chef
ophtalmo, quoi, qui était le représentant de Vichy aussi, à Draguignan. Donc j'étais pas tellement bien entouré en quelque sorte, quoi. Il y a une fille qui me connaissait, qui savait, elle vient m'avertir. Tu sais, Raoul, tu as été dénoncé, tu devrais déguerpir, parce qu'ils t'ont dénoncé et ils vont venir. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis parti. Hein. Elle me dit, c'est un fils d'un marchand de légumes qui t'a dénoncé. Un indicateur de la police italienne qui avait reçu, qui avait décidé de me faire arrêter. Il avait dû découvrir certaines de mes activités. Et moi, je l'ai su parce qu'il avait une maîtresse qui était une amie de ma sœur, de l'une de mes sœurs. Et un jour, sur le Corps Lafayette, il était donc avec son ami et il m'avait aperçu et il a dit, tu vois, celui-là, je vais le faire arrêter. Et ça m'a été dit, c'est lui qui est resté. On apprend à 15 jours que Millet et Duchâtel sont faits prisonniers à Orps, juste à côté du village. On veut former un commando pour aller les chercher. Le lieutenant nous dit non, il y en a 2, je ne veux pas qu'il en meure 30 maintenant. Il descend, et en descendant, il y a quelqu'un qui dit ils les ont tués, tout de suite. Ils ont tué Duchâtel et Millet contre un pain, et on voyait les balles bien. 20 ans après, on voyait toujours la trace des balles dans la chose. Mon père, bon, lui, ça s'est terminé le 12 juin 1944, quand il a été fusillé par la milice à Ops. Et comment, à l'époque, vous réagissiez devant le fait que des Français étaient des assassins d'autres Français? C'est une réaction qui est humaine, c'est des sauvages. Il ne faut pas avoir de cœur. De manière par la milice des Français, sans jugement, qui tue un autre Français, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Alors quand il vous arrive un cas comme ça, que vous êtes avec des types que tous les jours on discute, que vous savez qu'ils sont morts, ça vous rend fou. Moi je sais que pourtant je ne suis pas, comment je puis dire, un type qui usait de sa force ou autre. Hein. J'étais calme, mon père était calme, mais quand je voyais ça, je devenais fou. Si j'avais une arme, je tirais, puis je cherchais à tuer, pas autre chose. Hein. Après, ça se calmait, mais... Après avoir vu ce que j'ai vu, surtout, quand j'ai vu mes camarades dans le ventre ouvert, les yeux crevés et tout ça, de l'avoir mis dans ces états, on peut les tuer, mais pas s'acharner sur leur corps. Ça, j'ai jamais pu le digérer. Mais c'est pas d'écouter ça, c'est de voir. Jeune, et vous aussi, mademoiselle, si vous voyez ça, c'est quelque chose d'affreux. Les tripes qui sortent, les yeux tout... Mais c'est pas possible de pouvoir mutiler quelqu'un comme ça. Moi, regardez, il m'a vu encore la chair de poule, là. Oh. Ouais, vous voulez que je lui donne un gâteau, gars? Il n'y a pas de gâteau, là. Vous avez eu aussi à tuer des Allemands. Ah, oui. Et des miliciens aussi. Voilà, moi, j'ai jamais fait de caractère. Toujours volontiers. J'ai jamais eu de remords. Parce que, conscience. Voilà, parce que là, à Tortour, là, ils en ont pris 2 de chez nous. Ils les ont tués, et puis ils ont même volé la bague. Hein. Ils ont coupé les doigts pour prendre la bague. Hein. Alors quand vous voyez ça, celui qu'on prenait après, on avait un berger qui nous gardait les moutons. Il avait que 5 ou 6 agneaux qu'il nous gardait pour nous, quoi, pour le camp. Eh bien, ils l'ont pris, ils l'ont tué à coups de crosse. Les Allemands. Pendant les combats de libération, on a fait des prisonniers là-bas. Bon, alors, après on les a menés à la mairie, elle a travaillé à la mairie. Elle a dit, mais il est fou ce type-là. Moi j'étais déchaîné là. J'allais voir ce qu'il mangeait.
Hein? Et je veux vous le dire quand même, parce que ça, c'est pas joli. Mais je vous le dis. Quand il y avait une chose qui ne me plaisait pas, je pissais dans la gamelle et je disais, maintenant tu manges. Vous vous rendez compte comment on devient? Je ne suis pas anti pas faire ça, moi. Je suis plus humain que ça. Mais j'étais fou. J'en ai fou. Les collègues me disaient, arrête ta cadre, arrête. J'étais déchaîné. Si on m'avait écouté, moi, de prisonnier, j'en faisais pas. Il fallait encore les nourrir. Un jour, les FTP d'Ops nous amènent deux jeunes filles, deux jeunes femmes, belles filles, et qui nous disent, voilà, on a pris ces filles-là qui sont montées jusqu'à Ops et qui cherchent à prendre contact avec la résistance. Or, nous pensons bien que peut-être elles sont plutôt de la Gestapo que d'autres choses, puisqu'elles n'ont aucun contact avec les personnes d'ici, etc. Et comme eux, ils étaient itinérants, c'était rural d'un côté de l'autre, ils ne pouvaient pas garder deux personnes emprisonnées, quoi. Ils nous ont refilé à nous. Stupéfaction, ces deux filles-là, je les ai reconnues comme des servantes que la Gestapo avait mis à l'hôpital pour surveiller Bigel pendant que je le soignais. Une, c'était un agent de la Gestapo de Draguignan. C'est comme ça qu'on a su que... Alors, Valier l'a questionnée et elle a fini par cacher le morceau. Et l'autre l'a supervisée, parce qu'elle était belle fille, elle l'a menée où il fallait qu'elle fasse son travail. Il y a eu un tribunal qui s'est installé, quoi, et qui m'a donné la mission d'être l'avocat de ces deux jeunes femmes-là. Ça a été épouvantable. J'avoue que je ne me suis jamais si mal senti de ma vie, en quelque chose. J'étais certain qu'on allait les fusiller, quoi. Hein. Quoi dire? Alors j'essayais de plaider, non pas l'innocence, mais la jeunesse qu'ils avaient relative, en disant que c'était des jeunes gens qui ont été excités par des amis, etc., sont devenus dans le giron d'Hitler comme ça, mais ne sont pas totalement responsables, quoi. Quand j'ai commencé à me plaider, elles m'ont interrompu, ils m'ont dit, mais c'est pas du tout ça, c'est pas vrai. Ils sont venus exprès pour essayer de vous démolir. Et nous méprisons toute la France, vive Hitler, etc. Alors, ils ont été condamnés, on les a fusillés, et en fusillant, ils ont dit « Ah bah la France, vive Hitler !» Des filles terribles, hein. Des filles magnifiques, absolument. Comme quoi, il y a des héros partout. Hein. Oui, oui, oui. Ça a été des volontaires qui étaient pour les exécutions. Tous les autres, on n'était pas volontaires. Moi, je n'étais pas volontaire, mais Valier m'a fait sortir des rangs. Parce qu'elle était un des plus vieux, et je n'ai pas pu le refuser. Mais autrement, il faut être courageux pour être volontaire, ça. Hein. Parce qu'il faut vous dire que devoir fusiller, ça fait quelque chose. Et de tirer, c'est pas pareil. C'est pas la même pression. On tire, on ne voit plus rien. Mais de regarder les coups de partent tous ensemble, pas ça fait. Et on voit les balles qui... C'est ça qui faisait mal. Mais une fois qu'on était là pour tirer, on les feux, on tirait, mais ça aperçoit pas. Mais est-ce que parmi vous et puis vos camarades, est-ce que vous étiez persuadés qu'il fallait les abattre, ces femmes? Ah, évidemment, elles étaient venues pour nous vendre. Elles étaient venues pour exprès. C'est à Ops qu'ils les ont arrêtés. Elles étaient venues, parce que chaque fois, il fallait décrocher, nous. On était toujours dénoncés. On avait toujours cette crainte-là d'être attrapés. Voyez-vous, on était traqués comme des bêtes, hein, il faut dire. Ça a été épouvantable. Je vous dis, j'en ai encore le cafard maintenant, quoi. Parce que, quand même, comme médecin, avec de jeunes femmes magnifiques qui étaient là, quoi, et dire que tu peux rien faire, elles vont être tuées, quoi. Je vous dis, j'en ai encore le cafard maintenant, quoi, absolument, quoi. Tellement que, quelques années après, il y a eu une enquête qui a été dévoilée par je ne sais plus qui, je ne sais rien. Et on est venu me voir, je dis, moi, je ne me rappelle plus. Je vous dis des choses maintenant que je me suis refusé de dire il y a 20 ans, 25 ans. Quoi. On ne peut pas garder les prisonniers jeunes hommes, comprends-le. Si on prend, dans la résistance, quand on faisait prisonnier d'un cagoulard, d'un médecin, qu'est-ce que tu veux en faire?
Dis-moi-le. Tu peux pas. Ou tu le tues ou tu le laisses partir. Tu le laisses partir, on recommence. Et en plus, il dit où nous sommes. À Cotignac, quand on a arrêté un soldat italien et une fille de Cotignac qui marchaient ensemble, qu'ils allaient écouter aux portes et marquer, et qui signalaient ceux qui écoutaient l'ordre, tout ça. On les a arrêtés, ils ne connaissaient pas le maquis. Il a fallu que quelqu'un, il passe devant, et quand on les a vus dans la rue, le type, il a dit, si c'est eux, j'allume la cigarette et je jette le mégot. Il a allumé la cigarette, il a jeté le mégot, le maquis, il l'a pris, il l'a mené. Ça criait, tout le monde sortait, il regardait. Elle a crié, la fille. Avec là. Elle l'a mené dans le bois, ils ont été amenés dans le bois et ils ont été zigouillés. Mais tu ne peux pas garder ça. Est-ce que vous aviez peur? Jamais. J'avais une haine dans le cœur. Mais après coup peut-être, mais j'ai jamais eu peur. À quelqu'un dit qu'il n'y a pas peur, n'existe pas. Artouille pas. Ouais, je reconnais que j'ai eu peur. Souvent j'ai eu peur. Si on avait eu peur, ceux qui faisaient de la résistance, on aurait eu peur tout le temps et où on n'aurait rien fait. On est courageux, dans le fond on est courageux, mais on a peur. On a quand même la peur. C'est ça le courage. Et c'est vrai, on a quand même la peur. Alors que ça peut tarder. Hein? Eh ben, on avait quand même le courage de tirer, mais la peur aussi d'être... Ça ne nous lâchait pas. Hein. Aviam papo, aviam papo. Aviam po, mais va fallant. Va fallant. Quand on était lancé, il y a lancé. Abbiamo pas une peau de si fare ramassare perché quand même non ramassare, deportare un altro a chi di un canton, così che va in utà. Ma après, courriamo a chi a Malai, non abbiamo pas peur. Non, nous on n'avait pas peur. On n'avait pas peur, on avait la crainte, mais c'est sûr qu'on a la crainte quand on mettait les tracts dans les boîtes aux lettres, on avait, ou qu'on allait chercher. Mais enfin, moi, non, on ne peut pas dire que... On était un peu fébrile. Quand j'hospitalisais des gens, j'avais une conscience, une inquiétude de dire qui c'est, qui va, d'où il vient, etc. Puis c'est complètement idiot, je me suis dit, c'est complètement idiot. Tu demandes des renseignements qui ne te servent à rien du tout. Et si un jour tu es pris et qu'on te torture plus ou moins, parce qu'on savait que ça se faisait, quoi, tu vas dévoiler des choses que si tu ne les connais pas, ben, tu ne dévoileras pas. Voilà. À ce moment, on fait une sorte de confiance, pas illimitée, mais très large. Hein, très large. Alors qu'au début, on est plus inquiet. Jamais eu peur. Une fois au Pont-Dessus, j'ai été prise dans un barrage. Je m'en suis sortie, j'avais tout le courrier des maquis, c'était codé, mais s'ils m'avaient torturé. C'est ça, ce qui me faisait peur, c'était d'être pris et d'être torturé. Je suis allé au maquis parce que j'avais peur d'être arrêté. Et j'avais peur d'être obligé de dire le peu que je savais, je ne savais pas grand-chose sur la torture. J'avais peur de la torture. On ne le dira jamais assez, ça. Et ça, je leur dis, la torture, attention. Vous pouvez dire comme ça, moi, je dirais mon œil. On ne sait pas. On ne connaît pas les limites de sa souffrance. Et tout le monde n'est pas comme Jean Moulin, hein. Je regrette. On a toujours peur. Moi, j'ai toujours eu peur. Peur de mal faire. Peur d'être tué. Peur d'être arrêté. Tout ce que je peux faire peur, je l'ai eu. Mais on l'a surmonté parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il n'y avait pas de choix là. Le choix a été fait une fois, on ne peut pas retourner. On ne peut pas dire, par exemple, je quitte le maquis, je m'en vais, ça va pas ça. Il y a un peu d'honneur. La résistance civile, c'est là que j'ai eu peur. Parce qu'elle s'est peine d'embûche et vous avez la torture à la clé. Ça, je ne l'ai jamais digéré, ça. Le risque encouru, c'est ce qui faisait le résistant.
c'était pas tellement qu'il ait une arme ou qu'il n'en ait pas, c'est le risque qu'il prenait, y compris le paysan qui vous hébergeait. Voilà, le risque. Et je me suis battue ici pour la libération de Toulon. Je me suis battue comme les hommes, j'avais mon fusil, j'ai tiré à la mitrailleuse au skiche. Ça vous dirait, vous, ça? Avec mon père. Je me suis battue comme un homme. J'étais en sang. Là, j'ai été touchée ici. J'ai été touchée ici. En sang. Et mon père m'a dit, si tu meurs, c'est pour la France. Oh. À un moment donné, je vois arriver deux Allemands qui, eux, se mettent dans l'encoignure de la maison Hubert, qui était juste en face, au bas de la maison de mes grands-parents, et un autre derrière un escalier, et j'ai bien pensé qu'ils regardaient le char pour attaquer le char ou quelque chose comme ça. Bon, là, je ne dis pas, parce que même pendant la guerre, tuer un homme, ça m'est toujours resté quelque chose de... Et je ne dis pas. Je ne dis pas, bon, il y a eu 2 coups de fusil. Vous avez eu beaucoup de ce qu'on appelle des résistants de la dernière heure. En quantité. Ils auraient pu défiler un bataillon avant Lignam. Les autres, là, tout cela, ils sont tous arrivés avec le FFI. Ben ouais. Il y en a pas mal qui se sont Oui, ralliés à la résistance. Dans la nuit du 15 août. Pas avant, pas le 14. Hein. Et on a subi des pressions. Des gens qui d'un coup se manifestaient résistants. Hein. Et là aussi, il a fallu calmer le jeu, quoi. Hein. Mais nous avions une équipe de 7 à 8 qui étions vraiment solidaires. Et on faisait front, on a fait front en leur disant, non, écoutez, vous venez de nous rejoindre, tant mieux, on vous en remercie, mais bon, c'est nous qui avons passé les années que nous avons passées. J'ai vu c'est beaucoup dire aussi, de personnes qui n'avaient rien fait dans la résistance et qui avaient leur carte de résistant. Ça m'a énormément choqué. Pour moi qui était parti, disons, avec un esprit pour défendre les libertés, la démocratie, la République, hein, c'était ça. Et qu'à partir de là, bon, ben, alors ma grosse déception était là, et je n'ai pas parlé, je n'ai très peu parlé. Alors j'ai laissé parler un peu ceux qui n'avaient pas fait grand-chose, mais qui en parlaient souvent. Et je me suis tu. Les responsables de la mort de votre père ont été jugés. Comment vous l'avez vécu? Vous étiez je l'ai suivi, puisque... Satisfait, vous savez, jamais satisfait, hein, parce que même en les tuant, ça ne vous ramène pas à votre père. C'est ce qui est... Est-ce que vous aviez le sentiment qu'il y avait une justice... que la justice avait été faite, oui. En les condamnant à mort. Eh oui. Il y a eu des punitions, bien sûr, il y a eu des choses, des redressements, il y a eu des condamnations. Il y a eu aussi, sans doute, 1 ou 2 assassinats dans un coin de rue, malheureusement. Moi, j'en ai évité un. J'ai évité l'assassinat du docteur Rogelot, qui était le chef, justement, des anciens combattants de Vichy, quoi, et qui était aussi mon patron à l'hôpital, par-dessus le marché, quoi. Et quand j'ai su qu'un couple d'imbéciles allait le tuer,
je l'ai fait récupérer par quelques que j'avais sur la main, là, et je l'ai caché dans la prison de Draguignan pendant 1 mois et demi. Et après, je l'ai fait transférer à Toulon, où il a été jugé, etc. etc. Un type qui fournissait des filles aux Allemands. Il recrutait des filles pour les officiers allemands. Et il fraternisait avec les Allemands. Et si on l'arrête, c'est pas moi qui l'arrête, c'est qu'il l'arrête. Je suis allé voir qui on avait arrêté et je tombe sur lui qui travaillait au chantier de la Seine. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit, moi, arrêtez pour ci, pour ça. Alors, je dis au camarade, allez. Il fournissait des filles aux Allemands. Elles n'étaient pas obligées d'y aller. Est-ce qu'on les obligeait d'y aller? Non. Bon, ça ne mérite pas de le tuer. On parle de ça, non? Il y avait un comité d'épuration. Il a fait des conneries aussi, hein. Parce qu'ils ont couvert des gens qu'il n'aurait pas fallu les couvrir. Hein. Après, ceux qui ont exécuté, il y avait tous. J'ai participé à fusiller 2 miliciens qui étaient Viard et Macias dans les carrières de Draguignan. Et je me suis porté volontaire parce que ces gars-là, ils en ont fait tuer combien de jeunes Français? Combien ils en ont fait tuer? Et quand on a désigné le peloton d'exécution, vous savez qu'on donne les fusils et que soi-disant il y a une balle à blanc. Eh bien, nous avons tous ouvert le fusil, on a regardé s'il y avait des balles, s'il n'y avait pas des balles, on a mis une balle explosive dedans. Et on ne l'a pas loupé. Et il nous avait tué les nôtres, frère. C'est ça. Il y avait la haine de l'Allemagne, du Bosch. Oui, mais là, c'est pas des Bosch. Eh ben ouais, mais c'était pareil. Hein. Pour nous, c'était des... Bon, bref. Parce que, comme je vous dis, un Macias ou un Viard qui a fait arrêter des jeunes, des gars qui ont été déportés et tués par la Gestapo, on ne va pas leur porter des roses. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Oui. Et il faut être logique. Parce que, comme je vous dis, ils ont pris des gars, ils les ont fusillés, ils ont même coupé les doigts pour y prendre les bagues. Oui, on a fait quand même quelques mesures qui n'étaient pas une mesure de justice, qui n'étaient pas... c'est sûr qu'on a fait quand même un petit peu un abus de... Jusqu'où c'est allé? Est-ce qu'il y a eu des exécutions? Non. À Clavier, il y en a eu quand même 2. On était excédés, et une personne qui était excédée, on regardait les gens, ne serait-ce qu'une dispute, ben, il arrive un moment que si ça monte, on ne se maîtrise pas. Hein. Et nous, quand même, on avait quand même suivi 4 ans de pesanteur. Quand on doute, il y a la sagesse qui commande de ne pas faire une action destructive, et puis il y a le fait que il y a une impulsion qui se crée à un moment donné, et à ce moment-là, on exécute un bonhomme, quoi. Il y a eu des règlements de code, c'est sûr, il y en a même qui ont été fait éliminer pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la résistance, ça c'est sûr. Comme toujours. Ouais, toujours. Et puis alors, moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est l'histoire des femmes qui étaient tendues, tout ça, c'était horrible. C'était pas les résistants qui faisaient ça. Devant la prison, à Draguignan, à côté il y a le théâtre, ils avaient fait une estrade. Et là, ils tendaient les filles. Enfin, tu vois, toutes les paumées de Draguignan. Ils n'en ont pas tenu beaucoup. Attends. Et il y avait, comment ça s'appelait, Bertouche, non, comment c'est? De l'avocat, là. Pas Bertouche. Non, ça peut faire bref. Eh bien, celle-là, ils l'ont appelé. Alors, quand ils ont fini là-bas, moi, je suis con, malheureux, mais je suis monté sur l'estrade et j'ai harangué ma petite foule. J'ai dit, on s'est battu jusqu'à présent pour avoir le droit. Et maintenant, on donne tous les pouilleux et tous ceux qui ont fait des trucs d'accord, c'est normal qu'on ait... Mais
Madame une telle, pourquoi on n'y coupe pas les cheveux? Vous savez l'histoire des femmes tondues là. On me disait si j'avais pas dans mon entourage. Il paraît qu'il y en a eu ici à la Seine, j'ai pas souvenance, vous voyez? J'ai pas souvenance. Il paraît qu'il y en a eu. Moi, c'est une chose qui avait dû me passer par-dessus la tête, que j'avais pas suffisamment. Pourtant, il paraît qu'il y en a eu. Je veux bien. La résidence n'a pas été du gâteau pour nous, qui avons passé à travers. On a été emmerdés parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées et la plainte suit son cours et on ne regarde pas si c'est la résistance par la résistance. Vous comprenez? Moi, il y avait des jugements, j'ai été amnistié par une loi sur fait de résistance, bon, mais quand même, quand vous avez 22 ans, 23, 24 ans, on vous traite de malin, quoi. Et après ce que vous avez fait, je l'ai créé, moi, hein, je ne voulais plus entendre parler de résistance. À la Libération, beaucoup de gens nous ont reproché que s'il n'y avait pas eu des résistants, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. Mais on ne t'a pas demandé d'aller voir un peu les gens. Hein? Et bien moi, c'est ce que j'ai fait pour la France. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais on ne t'a pas demandé de le faire, ça. Si tu as été blessé, c'est que tu as bien voulu. Je me suis retenu. Hein. J'ai entendu mieux. Je me demande ce qu'ils sont allés faire au maquis alors qu'il y avait les Américains qui venaient pour ça. Moi j'ai entendu mieux. Hein? Ouais. Voilà. Ouais, voilà, Et alors j'avais pris, parce qu'à la fin, j'étais devenu plus calme. Je leur disais, messieurs, dames, je vous remercie pour mes amis qui sont allongés et qui ne reviendront jamais chez eux. Il y en avait quand. Ceux qui étaient collaborateurs, par exemple, celui chez qui on avait pris le pomme de terre, là, hein, ben lui, il a été un peu, pas secoué, mais... Et son fils, qui était parti volontaire en Allemagne, quelques années après, il a voulu se présenter comme maire à Gonfaron. Ah oh. Ouais, alors, Pedro, il prend le téléphone, et il dit, Fernand, oui, ben c'est René. Ah bonjour René, comment vas-tu? Ben, j'ai dit, je vais bien, mais c'est toi qui ne vas pas aller bien. Il me dit, pourquoi? Il dit, parce que si tu continues à te présenter à la mairie de Gonfaron, je vais tout déballer, hein, tes fêtes de résistance. Tu t'en rappelles, quand tu es parti volontaire en Allemagne, eh bien ça te parle René. Mais René, tu vas pas faire... René, mais René, tu le connais pas. René, si demain il voit encore que tu te présentes comme maire, eh bien il viendra faire une réunion publique à Gonfaron. Ah, puis là. Après sa valise, il n'a plus rien dit. Vous savez que même 20 ans après, hein, 20 ans, 25 ans après, je recevais des coups de fil, t'as qu'à de te faire le pont, on va te descendre. Vous comprenez? Alors, j'ai averti mon collègue Rébeau, parce que c'est mon ami intime, hein, Rébeau. Il me dit, on fait une section, tu me dis qui tu supposes que tu reçois ça, et finalement, j'ai su à peu près qui c'était. Vous savez ce que j'ai fait? Aujourd'hui, c'est mardi. C'est le marché à Contignac. J'ai attendu le jour qu'il y avait le marché, le mardi, il venait au marché de Gonza. J'ai mis le pétard devant tout le monde. Sur le ventre, j'ai dit, si tu me téléphones encore à 2 h du matin, je te fais sauter toi, ta baraque et toute ta famille. Du monde comme ça qui regardait. 25 ans après. Quand je vois le fils d'un milicien, je ne peux pas lui dire bonjour. Aujourd'hui encore? Ah, aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire bonjour, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas lui dire bonjour. C'est lui qui a gardé mon père à la gendarmerie tout le jour.
qui lui disait Adrienne, ne t'en fais pas, tu partiras pas. Et Adrienne, le soir, elle est partie. Et c'est plus fort que moi, je ne peux pas lui dire bonjour. C'est comme une... Pourtant, lui, il n'est pas responsable. Non, mais il a mon âge. Non, mais il n'est pas responsable, mais je peux pas lui dire bonjour. C'est comme ça, c'est pas de... C'est comme ça. Alors des fois, il nous dit, si c'était à refaire, maintenant peut-être on ne le referait pas de la même manière, parce qu'on est trop vieux. On ne peut plus courir comme quand on était jeune, mais dans ma tête, moi je le referais d'une autre manière, mais je le ferais. Je le ferais encore. J'avais mes convictions, j'étais peut-être athée, comme on dit, Moi j'avais mes convictions, et mes convictions je les ai gardées. Et je les garde encore. Voilà. Mais s'il fallait refaire ce que j'ai fait, je ne le ferais plus. Non. Je le ferais comme ceux qui étaient dans les bois qui travaillaient pour un pour l'autre, qui gagnaient des sous, ils étaient camouflés. À mon sens, on ne peut pas évaluer ce que j'ai fait, ce que tu as fait, ce qu'il a fait. On l'a fait dans un contexte, avec plus ou moins de courage, plus ou moins d'assurance que ça allait réussir. Mais on l'a fait, là où on était. Pas toujours, peut-être pas toujours suffisamment, c'est très possible. Mais on a essayé. On a essayé. J'ai rencontré des tas de gens qui m'ont enrichi ma vie. Et la résistance m'a au moins appris une chose, c'est la solidarité, la générosité. Et puis de toujours... Et à mentir. Toujours aller de l'avant. Toujours. Et voyez, à mon âge, je vais encore de l'avant. J'ai fait mon boulot de médecin, quoi. C'est ça qui était important pour moi, quoi. Hein. J'étais jeune, hein. Des copains de partout, quoi. Donc, ça me paraissait tout à fait naturel. Je ne suis pas un héros, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait mon boulot comme je devais le faire. Voilà. C'est tout. Je garde le souvenir de ceux que j'ai fréquentés pendant la guerre, qui ont mis leur vie au péril, comme moi j'ai mis la mienne. Et puis, je garde un très bon souvenir d'eux. C'était mes frères de combat. Les frères de combat, on les aime toujours. Et ce que je garde de bien dans ma vie, c'est que chacun défendait son pays, d'une façon ou d'une autre, avec un costume différent, un esprit différent aussi de la nôtre, mais que tous, ils avaient une famille à défendre, et que tous, nous avons perdu des êtres chers. Alors la guerre ne devrait jamais être dans le nom d'une mouche, parce que c'est un mot terrible à porter, ça, la guerre. Parce que moi, quand je parle de la guerre, au fond de moi, j'ai mal. J'en souffre. Peut-être j'ai fait tuer des gens qui étaient aussi dignes que moi, mais avec une idée pas pareille. Il n'avait pas été un ennemi dans ma vie, il était un ennemi de la guerre. Donc je défendais mon pays, et lui a défendu le sien.